Hello, bonjour à tous et à toutes. Oh ben le micro prend un peu de place, hein. Vous trouvez pas, chers amis? Ça fait un peu trop. Il est plus gros que ma tête. Ouais, oui, j'ai un micro qui est 2 fois plus gros que ma tête. C'est étrange, hein. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, tout va bien, chers amis. J'espère que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas d'interférence, qu'il n'y a pas, voilà. Ben, chers amis, voilà. Écoutez, j'avais souhaité vous faire cette vidéo. Aujourd'hui, c'est un peu plus tard que d'habitude, hein. Et oui, aujourd'hui, nous sommes bien sûr le 20. Alors, si j'ai bien compris, nous sommes le 20, hein, c'est bien ça. Oui, le 20 décembre 2024, et vous aurez la vidéo que le 21 au soir. Donc, ce sera pour vous samedi. J'espère que tout le monde va bien, hein. Tout le monde. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Bon, vous connaissez la suite, hein, je ne vais pas toujours me répéter. C'est pas utile. Alors, nous allons continuer, chers amis. Ouais, j'enlève ça. Voilà. Nous continuons la présentation des monarques de l'Hexagone, ou plus exactement des pays franques. J'aime bien ce nom, franque, des pays francs, puisque notre pays, il y a CE à la fin, mais enfin ça vient de franc, de Francie, pas de France, que non, de francique par contre. Alors, sous l'histoire des listes des souverains, deux souverains, pourquoi deux souverains, des souverains? Alors, sous la royauté, la royauté, diverses listes de souverains bon, du royaume ont existé, ah bah, heureusement, et toutes n'étaient pas cohérentes. Oui, bah, est-ce que nos présidents sont plus cohérents? Wikipédia, répondez-moi. Envoyez-moi un mail. Envoyez-moi quelque chose. Réagissez, je vous pose une question, Wikipédia. Est-ce que dans l'histoire de la République, depuis la Révolution, il y a eu que des cohérences? Dites-moi. Non. Alors, ne faites pas d'histoire. Ainsi, la liste des rois représentés dans le grand bal du palais de la cité ne coïncide pas avec celle du registre de Guérin. Qui c'est Guérin? Il est là. Ou Guérin, appelé frère. Ah bah voilà, vous voyez, je vous dis que c'est la religion qui fait l'histoire. Vous voyez, je me trompe pas. Vous voyez, je suis en plein dedans. Vous voyez, voilà. Maintenant, vous le savez. On va le noter celui-là. Je sais pas ce qu'il est, lui, évêque, moine, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, garde des Sceaux, nanana, ouais, bah ouais, les faiseurs d'histoire, quoi, vous voyez? C'est bien ce que je vous dis, hein. L'histoire, elle est revue par la religion. Mais ce n'est pas la véritable histoire des rois. Alors des présidents, c'est plus facile à vérifier, puisque c'est quand même plus près de nous, mais les rois, il y en a de très 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 lointains. Quand je vous dis que Clovis n'a jamais été baptisé, c'est une faute de goût de ceux qui sont pro-religieux, hein, tout simplement, qui font croire que, voilà, ces gens-là disent que Clovis a été baptisé, c'est faux. Attendez, un Wisigoth se baptiser, se faire baptiser, mais vous rigolez, non? Il vit sous la religion des ancêtres, de ses ancêtres, l'odinisme et la religion odinique, et vous pensez que, comment elle s'appelle, Clotilde leur ait fait changer d'avis? Mais vous plaisantez. Non, non, c'est une vague plaisanterie, c'est une farce. Enfin, ainsi la liste de Guérin réalisée par le clerc Étienne de Gallardon. Vous voyez, nous y sommes. Je vous le dis, en vérité, toute l'histoire, elle est faite allez, dites-le, chers amis, faites-moi plaisir, par les jésuites. Ben oui, c'est eux qui ont refait toute l'histoire, qui ont pris les écoles jusqu'à l'université. C'est eux qui tiennent, et même encore aujourd'hui, ils tiennent les cours supérieurs de l'ENA et d'autres. La Sorbonne, pour ne pas la citer, hein, malgré qu'il y a le temple des hommes de vertu républicaine, mais néanmoins, c'est entre les mains des jésuites, enfin, dans l'enseignement. Peut-être pas les bâtiments, bien sûr, mais dans le cursus universitaire, c'est ça. Voilà. Alors, bon, alors attendez, je ne dis pas de bêtises. Voilà, Étienne de Gallardon, sur ordre de l'évêque de Saint-Lys. Ah, tiens, qui était-il celui-là? Aucun aperçu. Ben ouais, forcément, ben voyons. Ben voyons.
comme dirait quelqu'un. Ces diverses listes avaient pour particularité d'intégrer les prédécesseurs païens. Eh bien oui, bien sûr, voilà. Alors, regardez un petit peu. On va y aller, hein. Théodomir, vous voyez, c'était des rois païens. Voilà, ben vous voyez, nous y sommes, nous y sommes. Et encore, ils ne disent pas tout, mais enfin, merci Wikipédia de le rappeler. Revenons un petit peu en arrière, chers amis. Alors, prédécesseur païen de Clovis. Ben, c'était des rois quand même. Enfin, il y avait des rois en Gaule, que je sache, dans la Gaule soi-disant gallo-romaine. Non, la Gaule n'était pas gallo-romaine. Elle l'est devenue, oui, quand César l'a occupée. Oui, mais il y a eu la Gaule avant Vercingétorix. Faut arrêter de nous mettre, et encore, Vercingétorix c'était plutôt l'ami de César, rappelons-le bien. Même s'il a été fait prisonnier et tué dans les combats, où je ne suis pas dans le cirque à Lyon. Bon, c'est vrai, mais c'était un ami de César au début, dans sa jeunesse, Vercingétorix, pardon. C'était un ami de César. Eh oui. A commencé à... alors, attendez. A commencé à Pharamond. C'est quoi Pharamond? Pharamond est le nom qui lui donnait durant le Moyen-Âge et l'Ancien Régime au premier roi des Francs et ancêtre des Mérovingiens. Voilà, on va regarder ça. C'est très intéressant de parcourir la présentation. Vous voyez, chers amis? Eh oui, eh oui. Alors, on va un petit peu lire ensemble qui était Pharamond. Alors, Pharamond est le nom qui fut donné durant le Moyen-Âge à l'Ancien Régime au premier roi des Francs et ancêtre des Mérovingiens. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, si c'était des Pharamond, mais en tout cas, ces qualités de roi des Francs et d'ancêtres mérovingiens sont depuis rejetées par la critique historique religieuse, disons-le. Eh oui. Et son historicité est également mise en doute, évidemment. Il est considéré depuis lors comme un personnage essentiellement mythique. Mais voyons. Le nom Pharamond renvoie aux éléments franciques. Voilà, nous y sommes. Voyez. Fera du proto-germanique, Pharanan, voyager, et aussi allemand, Verein, qui veut dire voyager, hein, et Mund du proto-germanique, Mundo, protection, compte tenu de l'origine germanique du prénom. L'orthographe Pharamond est préférable. Critique sur l'historicité. Bon, on va pas trop s'attarder, chers amis, hein, on va rester là. Ok. Nous revenons en arrière. Ces diverses listes en commun et de suivre la suite des rois de Neustrie, hop, en excluant ceux d'Austrasie. Bah, voyons. Bien sûr. Les différences portaient sur la prise en compte du nom de Charles Martel, représenté comme roi à la basilique Saint-Denis, ou sur le reliquaire de Saint-Louis à la Sainte-Chapelle. À la Sainte-Chapelle de Charles de Basse-Lotharingie, pardon, excusez-moi. Hein. Charles de Basse-Lotharingie est un prince carolingien, ben voyons, fils du roi Louis IV d'outre-mer et de... Bon bref, on va pas s'attarder à ça. Intégré dans le registre de Guérin, bon... ou de roi associé, mais ayant pas régné comme Philippe, frère aîné de Louis VII, pardon. Voilà, Louis VII. Enfin bon. Représenté à la grande salle du haut Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance. La légende de l'origine troyenne des Francs, oui, des Francs et des Gaulois, permis également aux Francs puis aux Français de faire de leurs souverains les héritiers des rois de Troie et des Gaules. Ainsi, Jean le Maire de Belge raconta l'histoire des rois des Gaules, ancêtres des rois de Troie et de France. Les listes produites par les serviteurs directs de la monarchie française s'en tenaient cependant au seul roi des Francs
et de France. La liste de l'almanach royal. Voilà. Paraissant sous l'Ancien Régime et la Restauration, ne donnait que les rois et les reines depuis Hugues Capet. Ouais, mais oui, forcément. Les Mérovingiens, vous comprenez, c'était les plus près, les plus proches de ceux qui acceptaient les différentes religions. Alors à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Il y avait le judaïsme, peut-être, je ne sais pas. Il y avait le christianisme, évidemment. Hein. Et puis il y avait aussi la religion d'Odin. Et les Mérovingiens s'appuyaient sur la parité un petit peu, on va dire, toute proportion gardée, un peu comme Saddam Hussein en Irak et Bachar el-Assad avec son père Hafez el-Assad, qui acceptait toutes les religions en Irak comme en Syrie. Eh bien, l'histoire se reproduit. Il faut éliminer tout ça pour mettre qu'une seule religion, mais une seule, la vraie. Alors c'est laquelle? C'est laquelle d'après vous? Chez nous, c'est encore, pour un temps, je ne sais pas combien de temps, c'est encore le christianisme, le catholicisme, le Vatican, les jésuites. Et dans d'autres pays, c'est l'islam, évidemment, avec la charia, avec... Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais c'est vous dire un petit peu que ces hommes, Saddam Hussein, qui est mort, qui a été exécuté de manière un petit peu... et puis Bachar el-Assad qui a dû fuir et se réfugier en Russie auprès de Vladimir Poutine. Un jour, je vous raconterai un petit peu le personnage de Vladimir Poutine par rapport à la démocratie de nos prétendus présidents, ici dans l'Hexagone. Hein. Je vous en parlerai un jour. Vous verrez pourquoi Poutine est mal vu chez nous. Vous comprenez pourquoi. Et ça, c'est une histoire vraie. On peut authentifier avec des preuves. Si vous voulez, je vous les fournirai, mais je n'en suis pas encore au débat avec Poutine et puis Macron, par exemple, ou même François Mitterrand ou d'autres, ou le colonel de Gaulle. Hein. Mais vous verrez quelle est la différence. Encore que le colonel de Gaulle avait quand même une personnalité forte, malgré tout, qui s'opposait même à l'Église, parfois, pas fortement, on va dire, mais enfin, c'était moi, quoi, Charles. Voilà, c'est vrai qu'il y avait encore un peu de charisme dans nos hommes politiques et le colonel de Gaulle avait encore de la fermeté par rapport à tous nos hommes depuis, même y compris Pompidou, hein, franchement. Bon, bref. Alors, je continue, chers amis. Alors, j'avais envie un petit peu de voir quelque chose là qui m'avait un petit peu... Voilà, la Basse-Lotorangie. La Sainte-Chapelle, mon sang. Laissez-moi rire, chers amis. La Sainte-Chapelle. Ouais. Les prédécesseurs païens, voilà, vous voyez. On ne veut pas les mettre. Non, faut pas les mettre. Oh non, pitié, non. Là. Voilà l'origine troyenne des Francs. On va garder ça parce que je vous ferai un jour une courte vidéo là-dessus. Il est bon de remettre... Alors je ferai ça peut-être avant de parler des rois en fait. Nous verrons ça un peu plus tard. Alors je continue un petit peu mes amis. Alors les historiens, nous avons qui comme historien? Vous allez voir un petit peu. Alors Hervé Pinoteau, qui est-il? La symbolique royale de l'Hexagone. 5e, 18e siècle, déjà, bon, vous voyez que tout est décidé. Hein. Qui était cet homme? Ouais, bon. Attendez, Pinoteau. Il est né le 16 juillet 1927 et à Paris, d'accord, en 2020. Ouais, bon. Et Patrick van Karrenbroek, la préhistoire des Capétiens. Bon. Parti mérovingien, carolingien et capétien. Nouvelle histoire généalogique de l'Auguste Maison de France, 1993, d'accord. Éric Zollner. Je vous donne le nom des historiens, mais c'est des historiens officiels, hein, c'est-à-dire
pas forcément... Bon, enfin, Margaret Maidman, zirconologie, d'accord, mérovingien, ouais, au fond. Le baron Hervé Pinoteau, que voilà, donne par exemple 85 souverains de Clovis. Oui, il parle que depuis Clovis, à Charles X, en incluant les rois d'Austrasie. Ah, quand même. Bon. Les empereurs Lothaire. Charles III le Gros, ainsi que les rois associés sous les premiers Capétiens directs. Alors, titulature, titre officiel. Le titre officiel des souverains français est le même depuis le tout premier roi franc jusqu'à la Révolution. En latin, on emploie le terme de rex francorum, oui, bien évidemment, qui peut se traduire selon les époques, soit par roi des Francs, soit par roi des Français, évidemment. Puis à partir de Philippe Auguste, rex Francier, roi de Francie ou roi de l'Hexagone. Aucune source en français ne permet de savoir comment les rois s'intitulaient en langue romane. Ah bon? Avant le XIe siècle, dans la chanson de Roland, oui, bon, ça c'est une... Alors la chanson de Roland est une célèbre chanson de geste de la fin du XIe siècle, oui, bon. Voilà, chers amis. Alors, on peut cependant noter une évolution dans l'emploi des titulatures, en particulier avec le règne de Philippe Auguste, portion du territoire franc, Austrasie et Neustrie. Voilà. Porteront simultanément le titre de roi des Francs, manifestant par là la conscience de l'unité, bon, etc., etc. Sous les Carolingiens, cet usage se poursuit. Bon, les Carolingiens, vous savez, hein. Ouais, sous les Carolingiens, cet usage se poursuit avec deux modifications. L'ajout par Charlemagne des... Alors regardez un petit peu comment il présente... Ah non, ah zut, non, je voulais pas... Bon, bref. L'ajout par Charlemagne des titres... Remarquez, regardez bien. Vous voyez, on voit bien que Charlemagne était romain. Non? Les rois ne portent pas de couronne de laurier. Charlemagne était romain. Voilà, c'était pas un Gaulois, c'était pas du tout, chers amis. Il faut bien le savoir. Attendez. La conquête des rois. Ah, voilà. Il est roi des Francs. Alors lui, c'est Charlemagne, je crois. Voilà, devient par la conquête des rois des Lombards. Alors, chers amis, je vais vous faire un aveu. Je ne suis pas d'une lignée de rois. Non. Vous croyez que j'allais dire ça, hein? Non, 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 non. Mais je suis de la lignée des Lombards, effectivement. Alors, en italien, c'est Lombardo ou Lombardie. Alors, Lombardie, c'est quand on parle au pluriel, non pas d'individus, par exemple, hein. Quand on parle de plusieurs familles, on dit il Lombardie. Mais ou lo Lombardie, que les italienophiles me reprennent si je me trompe, hein. Et lo Lombardo, ça veut dire les Lombards, mais pour parler d'une seule famille ou d'un seul individu. Alors j'appartiens justement aux Lombardo. Voilà, c'est comme ça, hein, par ma maman. Voilà, pas par mon père, non. J'ai un nom, par mon père, j'ai un nom français, mais bon, c'est encore une autre histoire, voilà. Viennent de l'Origogantis, l'Argobardorum et de l'histoire des Lombards de Pau de Paul Diacre. Moine. Encore un, je vous dis, ils nous cachent bien des choses, ces religieux. Oh là là, et Lombards, d'Italie au 8e siècle. Il subsiste donc une grande part de légende. Bien sûr, voyons, comme si ça n'avait pas existé. Vous voyez, c'est vous dire qu'on
On se moque de nous. Complètement. On se moque de nous. Mais je vous dis, hein. Mais tout est comme ça. Tout est comme ça. Moi, je crois que je l'avais déjà, là, les Lombards, mais enfin bon. Alors, moi, je connais une autre histoire des Lombards, mais je vais pas. On n'est pas là pour parler des Lombards, mais plutôt des dirigeants, des monarques, on va dire, de la Francique ou du pays franc. Bon, je reviens un petit peu en arrière. Oui, c'est Charlemagne qui a mis fin aux monarchies. Mais attention, chers amis, pour terminer cette légende, enfin pas cette légende, cette histoire, Charlemagne a mis fin à la monarchie des Lombards, en Lombardie. Donc, c'est-à-dire la région où il y a le mont où il y a la montagne qui s'appelle la montagne de Lombardie, vous voyez, un peu comme ici le Mont Blanc. Mais en fait, il existait plusieurs duchés, dont la Sicile, duché de Sicile, pardon, occupé par les Français, par les habitants de l'Hexagone. Et puis, il y a surtout, il y a Milan, bien sûr, alors, pas la Marche, pas la région de la Marche, mais comment oh, je sais plus. Et puis, bien sûr, j'ai oublié la Vénétie. Et nous dépendons, enfin moi, par ma maman et ses ancêtres, nous dépendons de la Vénétie, donc de Venise en fait. Bon voilà, j'arrête là la parenthèse. C'était pour vous dire que Charlemagne, oui, bon, mais c'est pas vraiment Charlemagne qui mettra fin à la noblesse des Lombards ou des Lombardos, mais ce sera plutôt, comment il s'appelle, ça y est, lors de la Risorgimento, je me rappelle plus son nom, là, le grand révolutionnaire, on les appelait les chemises rouges. Bon, ça n'a rien à voir avec la dynastie monarchique des pays francs. Comment il s'appelle ça me reviendra. Bon. Alors je continue. C'est sous les premiers Capétiens que commencent à apparaître des textes en langue vernaculaire. Alors, sous les Mérovingiens, malgré les partages du royaume de Clovis, les descendants de ce dernier régnant sur différentes portions du territoire franc, Austrasie et Neustrie, porteront simultanément le titre de roi des Francs, manifestant par là la conscience de l'unité et de l'identité particulière du royaume des Francs. Alors, sous les Carolingiens, voilà, je passe rapidement, cet usage se poursuit avec deux modifications, l'ajout par Charlemagne des titres correspondant à ces nouvelles souverainetés, empereur gouvernant, l'Empire romain, vous voyez, nous y sommes, hein, roi des Francs et des Lombards. Ouais. Puis Garibaldi, voilà, c'est le nom que je cherchais pour la Risorgimento, la révolution italienne de 1857 jusqu'à 1800, je ne sais plus combien, c'est Garibaldi. C'est lui qui a fait l'unité italienne, alors que l'unité du royaume de France avait précédé depuis très longtemps l'unité italienne. L'Italie, avant d'être souverainement un pays uni dont la capitale est Rome, il a fallu le 19e siècle, hein, par Napoléon III, si vous voulez. Napoléon III a donné un coup de main à Garibaldi. Aïe, 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 aïe. Bon, passons. Alors, l'Empire romain, roi des Francs et des Lombards, d'accord, puis l'abandon après 814 par les rois de toute référence à un peuple ou une nation jusqu'au rétablissement par Charles III. Non, c'était pas une nation, le mot nation n'existait pas durant la monarchie, que ce soit en Italie, au royaume des Francs, que ce soit dans n'importe quel pays. Il n'y avait pas de nation. Bon, passons. Jusqu'au rétablissement par Charles III le Gros du titre de roi des Francs. Il s'agissait pour Charles III, devenu le seul carolingien et l'héritier des terres d'origine du royaume franc, de montrer qu'il était le continuateur légitime de la tradition franque. Ben voyons. Ce titre sera repris par ses successeurs robertiens. Ah oui. C'était quoi les robertiens en fait? Décidément. La famille des Robertiens est une famille de la noblesse franque qui tire son nom du prénom Robert. Pardon. Oui, d'accord, là c'est membres. Décidément. En Austrie, bon. Les Robertiens et Carolingiens jusqu'à Louis V.
Voilà Louis V, enfin la peinture. C'est sous les premiers Capétiens que commencent à apparaître les textes en langue vernaculaire, je viens de le dire, dans lesquels le titre de roi de l'Hexagone ou du royaume devient rapidement dominant. En latin, le titre officiel demeure Rex Francorum, mais sous le règne de Philippe Auguste apparaît à partir de 1190 celui de Rex Francilier, roi du royaume. Enfin, roi de l'Hexagone, qui sera dès lors en concurrence avec le titre de Rex Francorum jusqu'à la Révolution. Les littérateurs non officiels, évidemment, ceux qui n'étaient pas dans la ligne du Vatican, inventeront par ailleurs le titre de Rex Gallier pendant la Renaissance. La Renaissance. Rex Gallier. Tiens, je vais noter ça. Ça, c'est intéressant. Rex. Ils veulent pas le mettre, évidemment. C'est pas bon, ça. C'est pas bon de marquer ça. Gallier. Rex Gallier, latin, français, traduction, exemple. Ouais. Catalogue collectif de je vais voir ce que ça donne, ça. Et s'il y avait bien des rois gaulois, justement, Vercingétorix était un roi. Je sais bien, ami de César, comme je l'ai dit, évidemment. Voilà, bon, je vais garder ça, puis je ne sais pas ce que j'en ferai. C'est toujours ça de prix. Maintenant, je vais voir le reste. Est-ce qu'on va avoir une liste non, peut-être pas. Une liste des rois gaulois. Vous voyez, c'est en cherchant qu'on trouve la vérité. La vérité n'est pas dans la ligue officielle donnée par le Vatican et tous ceux qui, ma foi, se réfèrent à seulement Clovis. Après, je ne sais plus le nom de Clovis. Alors Rex Gallion, non. Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises. Eh bien non, c'est pas des fadaises, figure-toi. Antonio Tempesta. C'est dommage qu'il parle ça de fadaise. Évidemment, c'est pas dans la ligne, on va dire officielle, évidemment, on n'en parle pas. Excusez-moi, chers amis, je fais un petit détour. Ça y est, oui. Royal Collection Trust. Non, je crois qu'on va pas le trouver. Ça y est, si. Non, même pas. Propriété physique, c'est quoi ça? Alors là, je comprends plus, là. Ça n'a rien à voir, ça. Bref. Moi, j'aurais bien aimé avoir Pipinus, Rex Gallia, Louvre, Cité des collections. C'est peut-être intéressant, ça. Oui, les Pipinus, c'est la ligne de famille de Pépin le Bref, Charlemagne. On en reparlera. Voilà, vous voyez. Ouais, non, je crois que on va pas trouver ce que je cherche. C'est pas grave. Zut. Alors, c'est sous les premiers Capétiens que commence, on l'a vu, le titre officiel de roi de l'Hexagone en usage jusque sous Louis XVI, puis sous la Restauration, et éventuellement complété d'autres titres acquis par les souverains de l'Hexagone. Ainsi, 1285-1328, roi de l'Hexagone et de Navarre, par le mariage de Philippe le Bel avec Jeanne. Philippe le Bel, voilà. Jeanne Ière, reine de Navarre. 1494-1504, roi de...
de l'Hexagone de Sicile et de Jérusalem sous Charles VIII et Louis XII. 1499-1525, roi de l'Hexagone et duc de Milan. Vous voyez, voilà, sous Louis XII et François Ier. 1574-1589, roi de l'Hexagone et de Pologne sous Henri III. La pauvre Pologne occupée par l'Hexagone. Enfin bon. 1589-1789, puis 1814-1830, roi de l'Hexagone et de Navarre. Titre donné au roi de Navarre, Henri de Bourbon. Voilà, c'est Henri IV, oui. Quand il devint roi de l'Hexagone sous le nom de Henri IV. Voilà, Henri de Bourbon. Alors, le titre officiel du souverain des rois des habitants de l'Hexagone sous la révolution de l'Hexagone et la monarchie de Juillet, on a vu, 1789-1792, Louis XVI est titré roi des habitants de l'Hexagone. Excusez-moi. 10 octobre 1789, après les événements de la Révolution, le titre sera officialisé sur le sceau royal en 1790 et dans la Constitution de 1791. 1830-1848, le duc Louis-Philippe d'Orléans, lieutenant général du royaume, est proclamé Louis-Philippe Ier, roi des habitants de l'Hexagone, le 9 août 1830. Le titre officiel du souverain et empereur des habitants des habitants du fromage sous les deux empires. Ben ça c'est les empires, bon, on n'en parle pas. Titre officieux, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bon, Napoléon Bonaparte, on s'en fiche. On parle de la monarchie d'abord. Hein. Pardonnez-moi, chers amis napoléoniens, mais au-delà du titre officiel des rois de l'Hexagone, bénéficier de deux qualifications accordées par les papes, fils aînés de l'Église, parce que les rois de l'Hexagone étaient les successeurs directs de Clovis, premier roi d'Occident, non baptisé et converti au christianisme nicéen, n'importe quoi. Bon, enfin bref. Bref. Ah là là, moderne, ancien. Ah oui, le christianisme ancien de l'Église, c'est le christianisme que vous trouverez encore, si vous avez la chance, chers amis, dans la Bible d'Égypte. Il faudrait que j'en parle un jour. Ou alors, si vous me permettez, on va faire un petit détour par cette Bible, qui n'est plus du tout reconnue, et depuis le 4e siècle, depuis le 5e siècle d'ailleurs, où la Vulgate a remplacé la Bible ancienne, la première, celle que Clovis a connue, probablement, hein, je ne sais pas. Clovis et puis les autres rois qui sont venus après, jusqu'au 5e siècle, où le pape de l'époque, au 5e siècle, a refusé de croire que cette Bible était authentique, pour des raisons que je vous laisserai chercher vous-même, chers amis. Vous verrez que Jésus, c'est pas ce que l'on dit de lui. Les apôtres, comment elle s'appelle, Sainte Marthe, enfin Marthe, et puis comment elle s'appelle, la plus proche de Jésus, Marie-Madeleine, c'était pas ce que l'on dit. Ben voilà. C'est pour ça que la première Bible a été écartée. Enfin, ça ne plaisait pas à la ligne officielle. Il fallait donner aux crédules, qui étaient les gens dans la nuit de l'obscurité ou de l'obscurantisme, il fallait donner une religion où Jésus était vierge, bien sûr, hein, n'avait pas de femme, avait 12 apôtres, etc. Mais ce n'est pas exactement l'histoire qu'il y avait sous la première Bible. La Bible la plus ancienne, la Bible de Nicée, bon, je ne sais pas si c'est vraiment la Bible de Nicée, mais enfin bon. Le titre de fils aîné de l'Église n'était pas officiel, mais il s'imposa progressivement comme désignant sans équivoque le roi de l'Hexagone. Pour être tout à fait exact, on aurait dû préciser fils aîné de l'Église d'Occident. Voyons. Et pourquoi pas du monde non plus, non? Ah ben non, il y avait des pays musulmans, pardon. Enfin, au 8e siècle. Hein. Roi très chrétien. Ce titre désigne à partir de Charles V le seul roi de l'Hexagone. Le titre de très chrétien n'était pas officiel, mais en revanche
Le prédicat, Sa Majesté, très chrétienne, était officiellement utilisé dans les traités. Bon, on pourrait continuer. Ah ben je vais aller jusque là, tiens. Ça va être un peu long, chers amis, je vous avertis. Hein. Numérotation, règle de numérotation. Alors, dès la fin du Moyen-Âge, on parle toujours du Moyen-Âge, hein, vous remarquerez. Hein. On parle pas de la période. Je sais plus, il y a un autre nom. On commença à numéroter les rois depuis les Mérovingiens à partir des ancêtres mythiques. Pourquoi mythiques? De la première race de l'Hexagone. Alors, je vois un numéro, je vais un petit peu regarder de quoi il en est là. Expression utilisée par le Père Dominique de Jésus. Vous voyez, je vous dis, tout est fait par les religieux. Tout est écrit, réécrit par les religieux. Vous voyez? Tout est écrit par eux. Alors, je vais le noter parce que ça me plaît bien. Voilà, bon, c'est en bas, hein, c'est dans les notes. Vous voyez, tout est réécrit par le Vatican, enfin par ses représentants, ici dans l'Hexagone. Dans l'Hexagone, en Italie et ailleurs. Hein. Quand je dis l'Hexagone, bon, c'est parce que nous, on parle des rois de l'Hexagone. Hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais en fait, ça concernait toute la chrétienté dans le monde. Alors, les Mérovingiens acceptaient toutes les religions, mais ça ne plaisait pas au bout d'un moment au Vatican. Donc, le Vatican a armé Rome, les représentants romains, Charlemagne, hein, Carlus Magnus, de son vrai nom. Hein, Charlemagne, c'est Carlus Magnus. C'est lui qui a conquis d'abord la Gaule, enfin ce qu'il en restait, pour étendre par la force de l'épée, hein, carrément étendre la conversion des païens. C'est-à-dire les osinistes, les druides, les druidesses, les valkyries, enfin ces hommes et ces femmes qui croyaient, qui observaient le temps, ils observaient l'espace, ils observaient la lune, le soleil. Vous voyez, des gens c'est pas qu'ils croyaient que le soleil tomberait sur la tête, non, mais ils croyaient qu'à travers les astres, ils avaient l'heure par le soleil, la lune, ils savaient quand il fallait planter, arroser, cueillir, replanter, etc., etc. On a gardé encore, même encore aujourd'hui, là en 2024, on a gardé certains réflexes. Vous voyez, il y a encore des jardiniers qui plantent à la lune quand elle décroît, et quand la lune croît, ça pousse, ça sort, vous voyez. Voilà. Il y en a qui continuent un tout petit peu. Alors, règle de numérotation, je vais le dire, contenu. Bon, voilà. La liste des rois de l'Hexagone comprend 2 Charles III. Charles III le Gros, fils de Louis de Germanique, qui a réuni pour un temps sous sa couronne l'empire de Charlemagne, avant d'être déposé par les grands du royaume et compté en doublon avec Charles III le Simple. Le Simple, voilà. Charles le Gros aurait été considéré comme un régent au temps de la minorité de Charles le Simple, ou bien il aurait été oublié, passons. Régime de la numérotation. Bon, on va pas trop s'étendre là-dessus, mais enfin, en gros, la numérotation des grands personnages homonymes ne débute qu'au XIIIe siècle. Alors, je vous donne une information aussi. Au royaume de l'Hexagone, donc chez nous, les noms de famille que nous portons aujourd'hui viennent du XIIIe siècle. Il fallait noter tous les habitants du royaume, qu'ils soient francs, on va dire habitants de l'Hexagone ou d'autres populations, hein, généralement. Voilà, il fallait leur donner un nom, n'est-ce pas? Le baptême, j'ai expliqué, hein, c'est comme l'acte de naissance. Il y a un père et un officier. Alors à l'époque c'était l'officier du royaume, maintenant c'est l'officier d'état civil. On vous fait un contrat privé, comme même au temps du royaume d'ailleurs. Hein. Au temps du royaume, on faisait des contrats, donc acte de naissance, et il y avait un nom de famille qui a été donné à partir du XIIIe ou XIVe siècle, je ne sais plus tellement, il faudrait que je recherche un petit peu. Normalement, c'est le XIIIe. Et là, voilà, vous voyez, le XIIIe siècle commence le 1er août. Bon, d'accord, ça va.
Homonyme, en langue de tous les jours, homonyme est la relation entre les homonymes, c'est-à-dire entre les mots d'une langue qui ont la même connotation vraie. Bon, il ne parle pas des patronymes. Dans l'Hexagone, celle des rois apparaît sous le règne de Louis IX, roi de 1226 à 1270, à la suite de l'histoire et culture historique. Il n'y avait pas le mot culture à l'époque, je suis désolé. Dans l'Occident médiéval, voilà, médiéval. Voilà, je cherchais le nom. On parle toujours de la période, comment dire, Moyen-Âge, on parle jamais de la période médiévale. Bon, enfin, passons. Ça veut dire un peu la même chose, enfin, plus ou moins. Et de Bernard Guéné, encore un religieux, j'en suis certain, né est mort à Paris, il est un enseignant, chercheur. Ah non, pardon. Les historiens s'accordent, enfin, on ne sait pas s'il n'était pas religieux, mais enfin bon. Ici, c'est quoi là? Jacques Le Goff, Gallimard. Anne-Marie, bon. Les historiens s'accordent pour considérer le Dominique, encyclopédiste. Vincent de Beauvais, voyez-vous, regardez-moi ça. Non mais intéressant quand même, vous voyez, c'est vous dire que tout est passé entre leurs mains. Tout ce qui a pu venir avant, et même après, les grands historiens, aujourd'hui, il y a des gens qu'on a écartés. Il y en avait un que j'aurais voulu vous parler à propos de la chute de Constantinople. Je ne sais plus son nom, il est mort d'ailleurs. Bon, ben c'est un historien religieux. Eh oui, lui, il a fait l'histoire vraiment telle que les choses se sont passées d'un côté comme de l'autre. Hein. Voilà. Voilà. Le dominicain encyclopédiste Vincent de Beauvais, comme le premier chroniqueur connu à numéroter les rois de l'Hexagone, primat de Saint-Denis. la systématise. Il est admis que Charles V, roi de l'Hexagone de 1364 à 1380, est le premier à se donner un numéro d'ordre. Ah bon? Oh bah oui, il était très chrétien, oui. Louis XI, roi de l'Hexagone de 1461 à 1463, est le premier des Louis à prendre un numéro d'ordre. Oui, bon. Son successeur, Charles VIII, oui, c'est ça, ou de l'Hexagone, de 1483 à 1498, le premier a gravé son numéro d'ordre sur la matrice de son sceau. Voilà le sceau, vous voyez. Et son successeur, Louis XII, pardon. Voilà la peinture de Louis XII, roi de l'Hexagone, de 1498 à 1515. Le premier a gravé son nom. Attendez, il y a quelque chose qui ne va pas là. Louis XIII. D'accord. Le premier a gravé son nom associé à son numéro d'ordre sur les monnaies royales. Voilà les. Non, bon. Le numéro d'ordre de François Ier. Voilà, François Ier, roi de l'Hexagone de 1515 à 1547, ne lui a été attribué qu'après sa mort, par hétronymie, afin d'éviter la confusion avec son petit-fils François II, roi de l'Hexagone, de 1559 à 1560. Voilà, chers amis, je vais arrêter là la vidéo parce qu'elle a déjà été assez longue. Et nous arrivons bientôt, voilà, au premier roi, hein, regardez. Voilà, nous allons arriver dès demain au premier roi. Alors, j'ai voulu vous faire cette présentation. Alors maintenant, le dernier qu'on vient de voir, là, comment il s'appelle déjà? François Ier. Alors François Ier, son nom n'a pas été attribué dans la numérotation de son vivant. Pourquoi? Alors, il faut aller sur la chaîne de Oleg de Normandie, Pagan TV, pour connaître qui était François Ier. François Ier, discrètement dans son château dans les Pays de Loire, hein, c'est dans les Pays de Loire, avait mis une tapisserie d'ailleurs, qui est toujours, je crois,
où on voit des signes, des caractères odiniques. Le trista, je ne sais pas comment on dit, trista. Enfin bon, moi je ne suis pas spécialiste de la religion odinique, hein, mais il a mis quelques symboles, bien sûr, qui entourent la peinture, la couture, pardon, du tapis, de la tapisserie. Et donc c'est quelqu'un qui défendait discrètement, du moins, puisque la religion du Vatican est toujours toute puissante dans l'Hexagone, mais surtout à l'époque des rois, après Charlemagne. Donc, même sous Louis XIV, d'ailleurs, il y a un point commun entre Louis XIV, si je peux me permettre, et Henri, qu'est-ce que je viens de dire? Oh, ben décidément, François Ier, pardon, c'est que tous deux avaient fait placer, notamment dans le château de Versailles, vous avez qu'à rentrer dans la cour d'honneur, vous verrez qu'il y a des signes au sol, dans le carrelage, des trip-tracs, je ne sais pas comment on dit, des signes odiniques. Et Louis XIV, je peux vous dire que d'après les sources historiques, c'était un maniaque de l'architecture. Comme d'ailleurs avec Gaston Le Nôtre, je crois que c'est Gaston Le Nôtre, hein, le grand jardinier de la cour, Louis XIV était derrière en permanence. Il regardait à chaque étape ce que faisait le paysagiste. Hein. Ah oui. Eh bien, c'est pareil pour François Ier. Bon, pourquoi je vous parle de tout ça? Pourquoi parler des rois très chrétiens, alors que François Ier, son nom n'apparaît pas dans la numérotation? Ben justement, c'est parce que les religieux de notre pays, de notre royaume, enfin de notre pays, se sont aperçus que, en fait, on va arrêter là. Je vais revenir ici. Hop, voilà. En fait, ils se sont aperçus que François Ier n'était pas si chrétien que ça, finalement. Vu ses peintures, il y en a qui ont l'œil aguerri chez les religieux. Ils se sont aperçus que dans cette tapisserie où il y a des symboles religieux au milieu, mais autour, il y a des symboles discrets, mais bon, visibles quand même pour un expert en art, il y a des signes odiniques. Vous voyez? Alors les signes odiniques, pardon, ça ressemble comme à des trèfles, mais en carré, je crois. Vous voyez, c'est comme ça, et comme ça, des trip-tracs, je ne sais plus comment on appelle ça. Voilà. Et c'est des signes odiniques. Mais ça, on ne vous le dit pas. Voilà. Alors, c'est pourquoi il y a eu des retards dans la numérotation de ce roi. Alors, bien sûr, on n'a pas critiqué autant Louis XIV parce que son influence était tellement grande qu'on a du mal quand même à oublier ce roi, évidemment. Mais nous n'y sommes pas encore, Louis XIV, on est très loin. Alors je vous parlerai, chers amis, effectivement, du premier monarque. Donc, alors évidemment, vous avez compris, le tout premier qui donne, c'est Clovis, évidemment. Mais bon, je vous ai tracé un petit peu le portrait de ce qui nous attend. Vous entendez les avions? Ils répandent dans l'atmosphère des traînées. Voilà, chers amis, la vidéo était un peu longue. Vous me pardonnerez? Non? Peut-être pas? Ben, c'est pas grave. Ben, écoutez, tant pis, vous ne gardez pas. Je vais vous laisser là, chers amis. Je vous souhaite une bonne journée. On se dit à très bientôt. Ciao!